Hello les curieux de l'IA et bienvenue dans AI My Job. Je suis Barbara Meyer, tout juste revenue de la Silicon Valley où j'ai passé 10 ans à fédérer et optimiser les talents pour des startups en forte croissance. Chaque semaine, je reçois dans ce podcast des invités qui vivent l'IA de l'intérieur pour la décrypter sous l'angle humain et comprendre concrètement comment elle façonne nos métiers et nos expertises. Ma conviction, la technologie avance plus vite que la plupart de nos compétences, alors sans perdre plus de temps, AI My Job, c'est parti! Ça va vite, ça va vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Salut Marvin et bienvenue sur AI My Job. Je suis ravie de te recevoir. Alors, Marvin, on s'est rencontrés dans une startup dans laquelle on a bossé ensemble. Et puis, t'es parti et tu démarres un nouveau projet. Évidemment, l'AI va t'aider, mais j'ai envie que tu nous racontes parce que ce projet, il est pas nouveau. Tu l'incubes depuis longtemps. Tu nous racontes? Salut Barbara, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, ça me fait très plaisir de te retrouver. Donc en effet aujourd'hui je travaille sur un projet qui a commencé il y a bien longtemps, que j'ai initié avec un ami que j'ai rencontré en école de commerce. On fait de la veille presse pour les particuliers et pour les entreprises. C'est une idée qu'on a eue parce que mon ami lit l'actualité tous les jours, plusieurs heures par jour, et il a commencé à faire ça très jeune. Et on s'est dit qu'on pouvait peut-être en faire quelque chose. Surtout pour les gens qui ont pas le temps, pas l'envie, qui ne lisent pas l'actu, qui sont pas informés. Donc à l'époque, on s'était mis à faire une revue de presse à la main et à envoyer une dizaine de bullet points qui résumaient les informations essentielles à nos amis. Moi, j'étais le premier utilisateur satisfait, on va dire, de ce service, qui me rendait de grands services, justement. Et donc on a fait ça à la main pendant quelques temps, et puis on a eu vraiment d'autres choses à faire, en fait. Travailler, par exemple, apprendre d'autres choses. Et on a mis ce projet en pause. Et je crois que c'était en 2017. Moi, j'ai commencé à apprendre à coder, m'intéresser un petit peu au numérique et au traitement du langage. Donc une partie de la branche de l'intelligence artificielle qui, justement, s'intéresse à traiter du texte. Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait automatiser ce sujet-là, quoi. Donc on avait fait des petits tests, ça marchait plutôt bien, et puis on l'a mis en pause aussi parce qu'on avait d'autres projets qui nous intéressaient. D'autres projets pro qui nous intéressaient beaucoup plus à ce moment-là. Et donc, en effet, il y a 3 mois, on s'est dit qu'on allait le relancer à fond et essayer d'en faire quelque chose pour de vrai. Ouais, alors, du coup, vous êtes un peu le Mark Zuckerberg de la revue de presse parce que vous avez monté ça genre dans votre chambre d'étudiant. Maintenant, ça prend forme, donc je vous souhaite beaucoup de succès autant. Mais Marvin, faut que tu racontes quand même que tu as fait une école de commerce et que tu es software ingénieur maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'école de commerce et aujourd'hui où tu montes une start-up et tu joues le rôle de CTO? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu de mal à me décider. J'avais commencé par faire une prépa ingé. Et puis je suis allé en école de commerce au moment où j'ai passé les concours. Concrètement, j'ai vu l'ambiance et le nombre de projets que les élèves montaient et la question ne s'est pas posée. Et sauf qu'à la fin de mon école de commerce, j'aimais quand même bien les choses techniques. Donc là, je suis retourné en école d'informatique à 42 pour apprendre à coder de manière un petit peu plus propre. Et puis après, j'ai pas travaillé comme développeur parce que justement, j'aimais quand même bien les projets. Et je travaillais plutôt dans le management d'équipe, de projets, au côté opération d'une startup qui apprenait aux enfants à coder, justement, de manière créative et proactive plutôt que descendante comme on a l'habitude à l'école. Et donc forcément, après ça, j'ai eu envie d'apprendre à coder de manière plus pro et je suis allé travailler comme software ingénieur. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, Barbara. Ouais, et du coup, c'est ton parcours est incroyable parce que ça veut dire que il est pas défini, c'est-à-dire quelle que soit la filiale que tu prends, l'essentiel c'est de garder ta passion et c'est ça qu'il faut que les jeunes gardent aujourd'hui en tête. C'est moi j'ai l'habitude de dire qui peut le plus peut le moins en termes d'études, donc fais ton max et puis ensuite navigue de ta passion. Mais toi, tu as cette curiosité en termes de soft skills, tu te décrirais comment pour avoir cette capacité au-delà du gros mindset qui est évident chez toi? Si tu devais, tu vois, donner un conseil à des jeunes en disant gardez votre esprit curieux, entrepreneur, c'est quoi qui est important aujourd'hui? Ouais, je pense que le plus important, c'est de rester sur un sujet qui nous touche profondément, sur lequel on a vraiment envie de travailler. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut
qu'on peut se dépasser et qu'on peut accomplir des choses qui ont du sens pour nous et qui ont du sens en fait pour les gens avec qui on travaille et pour qui on travaille, que ce soit nos clients, nos utilisateurs, nos collègues. Si ça n'a pas de sens pour nous, on risque pas d'aller très loin, et pas d'apprendre beaucoup non plus. Ouais, bah, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, garder du sens, dans ces temps, troubles. Garder du sens dans votre vie et puis, faites ce qui vous motive. C'est 2 conseils, excellents. Je les ferai écouter, à mes enfants. Du coup, Marvin, tu nous racontes un peu plus ton projet, pro. Donc du coup, tu pars d'une newsletter simple et puis là, tu te dis, il y a un business et puis surtout, il y a l'IA. Exactement. Donc, l'idée d'en faire un business est venue quand mon cofondateur travaillait pour un parti politique et qu'il s'est rendu compte que ce parti payait plus d'une centaine de milliers d'euros pour une revue de presse quotidienne sur les sujets du parti. Et là, on s'est dit, tiens, ces informations-là doivent avoir de la valeur si les gens payent aussi cher pour les avoir. Et bizarrement, on pense que nous, on peut générer ce genre de rapport assez facilement grâce à la technologie. Mais du coup, vous venez disrupter le marché, du conseil stratégique. Exactement. Donc aujourd'hui, les entreprises qui veulent avoir de la veille presse, donc des synthèses d'articles, avoir plein d'informations quotidiennes ou hebdomadaires sur leur secteur d'activité, leurs concurrents, euh, tous les sujets stratégiques qui peuvent les intéresser, font appel à des agences qui, elles, utilisent des documentalistes qui vont souvent travailler la nuit pour aller éplucher des journaux, des sites, des blogs et faire des petits rapports. Nous, concrètement, on fait ça de manière un petit peu plus automatique, ce qui nous permet d'aller voir énormément d'articles en ligne, de les trier, de les regrouper par thématique, par même information, et d'avoir qu'une petite repasse humaine à faire à la fin pour sélectionner ce qui est pertinent et uniquement ce qui est pertinent pour notre client. Et donc là, vous vous substituez aux documentalistes. Donc je vais poser la question directe, ça ira plus vite. Mais c'est un métier, tu penses que c'est un métier qui va disparaître ou qui va devoir évoluer? On va en faire de ce métier? Oh, je pense qu'il va évoluer. Concrètement, c'était encore la semaine dernière, on a vu chez un de nos concurrents une offre d'emploi pour aller travailler dans des bureaux à Montparnasse de 23h à 9h du matin pour aller éplucher des journaux et faire des petites synthèses. Je pense que c'est des conditions de travail qu'on peut améliorer drastiquement grâce à la technologie. Donc je pense pas que le métier va disparaître. Nous d'ailleurs, on est un petit peu documentalistes à nos heures, mais on est des documentalistes assistés et vraiment aidés par la technologie. Voilà. Donc on n'est pas remplacés, on a juste des super pouvoirs. À quoi ça sert d'avoir des super pouvoirs? Et puis des conditions de travail un peu meilleures, c'est-à-dire qu'au lieu du 23h, 9h du matin, tu peux imaginer que le documentaliste il aura juste besoin de 4 heures à 7h du mat. Donc peut-être qu'il aura une meilleure, un meilleur équilibre vie pro vie perso. Exactement. Alors moi j'ai une question sur les news parce que dès qu'on touche aux nouvelles, ben moi je pense fake news. Comment vous garantissez justement dans tout ce tri d'informations que l'information est cohérente, elle est viable, elle est réelle? Ouais, ça c'est un vrai sujet. En ce moment, on est dans une culture du buzz, une économie un petit peu comme ça où la mode c'est de s'indigner, de partager des informations qui sont très controversées, choquantes, pas toujours vraies, vraiment pour attirer de l'attention. C'est un vrai problème. Nous, on fait donc aussi une revue de presse pour les particuliers pour s'informer rapidement et de manière sûre. Nous, ce à quoi on s'attache, c'est la qualité des sources, la variété des sources, qui permet aux gens de ne pas s'attacher à une seule source qu'on peut considérer comme étant la vérité. L'important dans cette économie, c'est de travailler notre esprit critique. Je pense que avec l'IA, les réseaux sociaux et tout ce qui est en train de se passer, l'esprit critique, c'est vraiment la chose à garder en tête et de se poser la question quand on voit une information, peu importe d'où elle vient, de se demander à qui profite le fait de partager cette information, l'émotion qui va avec,
et ce sujet-là. Cherchez plutôt à qui profite le crime. D'où est-ce que cette personne tire ses sources? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu un travail journalistique derrière? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage plusieurs sources de bords politiques variés, mais qu'on s'attache aux faits et pas aux impressions, et pas au un tel a dit, un tel pense que, un tel pourrait faire ça, mais vraiment, il s'est passé ça. C'est sur les faits et la variété des sources. Et donc, c'est vos algorithmes que vous développez qui trient l'information. Et si elle est récurrente et qu'elle apparaît plusieurs fois, là, ça veut dire que c'est une information qui est viable. C'est voilà, pour que les gens comprennent comment ça se passe quand on a des milliers d'informations, comment on en retient. Nous, on fait du tri. On fait du tri, c'est-à-dire que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un fait divers, à une information qui n'est pas vraiment une information, qui va être une question, qui va être monsieur machin pourrait dire ça, tout ça, on va tout mettre de côté. Et ensuite, on va regrouper les informations, les articles qui parlent des mêmes sujets, qui parlent exactement de la même information, qui parlent de la même thématique. Et donc, c'est vrai que pour une information donnée, si on arrive à voir qu'il y a 10, 15, 20 articles dessus, avec des titres qui sont très similaires, on arrive à extraire, on va dire, la dépêche initiale qui a pu déclencher tous ces articles. Et à partir de ça, on sait que cette information-là mérite le fait de s'y attarder. Moi, j'ai beaucoup aimé la question que tu as posée, enfin, qu'il faut qu'on se pose, c'est à qui profite cette information? Donc, quand on lit une news, premier réflexe, c'est les sources. Je pense que tu l'as dit plusieurs fois, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des sources derrière? Est-ce que c'est des sources reconnues? Et puis, à qui profite cette information? Je pense que c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Alors, aujourd'hui, on peut pas toujours y répondre. Donc, à travers les revues de presse, à travers l'information, on peut le faire. Vous proposez une newsletter payante pour les entreprises et une gratuite. J'imagine que c'est un financement un peu cohérent, c'est-à-dire... Exactement. Hein. Concrètement, on pense on veut pas remplacer le travail des journalistes qui, eux, écrivent des articles, ont besoin d'être rémunérés pour ça. Nous, on veut faciliter la diffusion justement de l'information, de ces articles-là, de ce travail journalistique qui a été fait. Donc, on va pas faire de l'argent en vendant ça aux particuliers. Par contre, on pense que les particuliers devraient s'informer mieux et de plus en plus à l'heure qu'il est. Lisez les journaux. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait un autre sujet sur le contexte aussi d'une information. Donc il y a l'esprit critique, mais il y a aussi dans quel contexte cette action ou ce fait s'est-il passé. Parce que en une phrase, on peut dire quelque chose qui, sorti du contexte, peut vouloir dire beaucoup de choses. En une phrase, on peut dire une belle connerie, il faut derrière 3 minutes pour expliquer pourquoi c'est à nuancer, ou pourquoi c'est en fait complètement faux, ou pourquoi ça ne s'applique plus. Donc ça, c'est un autre élément. Bah là, on a un bel exemple. On a eu un bel exemple il y a quelques semaines, c'est le masculinity. Sorti de son contexte, il peut être très mal vu. Il faut écouter les 3 heures d'interview en vérité pour se faire un avis. Je suis bien placée, mais on n'a pas le temps d'écouter tous les interviews. Donc votre travail, il est hyper important, et il est hyper important en ce moment avec l'AI pour décoder le vrai du faux et éviter de se faire avoir par Brad Pitt. Ouais, même si on n'a pas le temps, c'est aussi un effort personnel de se dire il y a eu cette information-là, peut-être que je n'ai pas tout le contexte. Donc je vais peut-être pas forcément avoir un avis très tranché. Ouais, parce que ce que tu dis, c'est que de toute façon, on a accès aux informations, mais ce qui est plus difficile, ce qui demande un effort, c'est d'aller chercher le contexte, les sources, etc. Donc, c'est d'aller comprendre ce qu'il y a derrière cette information. C'est ça que vous donnez. C'est à qui profite l'information, le contexte, la source, etc. Exactement. Génial. Vous allez sauver nos prochaines élections. Alors, dans tes équipes, dans ton entourage, parce que du coup, t'es un millennials, t'es dans la catégorie millennials. C'est quoi les compétences que tu as vues émerger dans ta génération, qui étaient déjà hyper agiles, mais qui hésitent pas à changer de job. Mais quelles sont les compétences que tu as vues se développer les 2-3 dernières années, enfin surtout les 2 avec l'arrivée des LLM en force?
Je pense que la chose qui m'a le plus marqué, c'est de voir des gens, se mettre à des sujets qu'ils ne connaissaient pas et arriver à faire, le minimum de base, on va dire, de s'approprier la base du sujet assez facilement en se faisant aider justement par des chatbots, par de l'IA. J'ai vu des gens arriver à automatiser des choses, à aller, être, on va dire, des power users de ces chatbots, pour faciliter, pour améliorer leur travail au quotidien, que ce soit, vraiment sur des métiers qui ne sont pas tech, hein, pour améliorer, par exemple, la prise de notes, la structure de leur meeting. J'ai un ami, par exemple, qui maintenant, il structure ses meetings, avec l'aide de l'IA pour lui donner une base de thématiques, de choses, de questions à se poser, d'auto-feedback, on va dire. Et 1 minute après son meeting, le compte rendu est envoyé à tout le monde avec des choses très actionnables, des actions faites. Il y a même des liens vers les moments du meeting où la personne a dit «Ok, je m'occupe de ça, c'est moi qui le fais». Ça apporte beaucoup de structure à certaines personnes qui pouvaient parfois en manquer. Après, côté tech, j'ai vu des gens qui étaient, je sais pas, qui travaillaient dans une seule partie, se mettre à d'autres sujets, et moi le premier, hein, par exemple, je faisais beaucoup de back-end, à me mettre à faire du DevOps, du front-end, d'autres sujets, en allant beaucoup plus vite que si j'avais dû m'y mettre, on va dire tout seul avec mon petit textbook de DevOps, quoi. L'automatisation, c'est évident, et la productivité, tu vois, on parlait du documentaliste qui est le cœur d'Abstract et de la startup que tu es en train de créer. Là, il y a un gain de productivité chez tout le monde. Et du coup, je posais la question hier à une entrepreneuse, mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette productivité à ton avis? Alors moi, en tant qu'étudiant, j'ai mon avis. Toi, tes 2 heures par jour que tu gagnes d'efficacité, de productivité, Rendre le travail agréable pour tous, tout en augmentant la productivité. à lire la presse ou à automatiser des choses, t'imagines que tu gagnes entre 1 à 2 heures par jour. Je pense que c'est ça. Et donc, du coup, t'as envie d'en faire quoi de ces heures-là? Ah bah, là, on est au tout début d'une aventure entrepreneuriale où on est assez peu, donc on travaille sur beaucoup de sujets. Donc le fait, on n'a jamais le temps concrètement, de pousser un sujet à bout, de faire du 100 parfait. Donc dès que, on va dire, un projet ou un sujet ou un bout de code, marche suffisamment, on passe au sujet d'après. Du coup, le fait de gagner du temps sur, toutes ces petites parties, ça fait qu'en fait on peut faire avancer beaucoup plus de parties. C'est ça qui est clé pour nous. Après, côté vraiment, software engineering, l'IA nous permet de gagner du temps et d'automatiser, l'écriture de code qui a peu de valeur ajoutée, écrire des choses qui sont très standards, très basiques. Là-dessus, on n'a plus besoin de prendre le temps de l'écrire nous-mêmes. On peut demander à une IA de l'écrire pour nous. Alors attention, elle fait parfois des erreurs, mais quand c'est des choses qui sont assez simples ou des choses qu'on maîtrise, on voit les erreurs très vite. Et là, on gagne vraiment du temps. Ça permet de passer du temps à travailler sur des sujets qui sont plus complexes, plus compliqués, à travailler sur du design, sur de l'architecture, sur des choses qui ont en fait plus de valeur, quoi. Donc, ce que tu dis, c'est que le gain de temps que l'IA t'emmène, c'est plutôt du temps que tu utilises pour avoir la bande passante et gérer des problèmes plus complexes ou apprendre des sujets plus complexes. Exactement. Toutes les choses pas très intéressantes qu'il fallait quand même faire, écrire, qui sont très simples et qui me demandent pas une grosse énergie de cerveau, on va dire. Et ben ça, je peux le déléguer à une IA qui va le faire pour moi et passer du temps sur le fait de résoudre des problèmes plus compliqués ou de faire des choses qui sont plus complexes et finalement aussi plus intéressantes pour mon business et pour moi. Et du coup, le métier de software ingénieur, j'avais très envie de te poser cette question. Tu le vois évoluer comment? Alors, en plus, toi, tu es un bébé 42 qu'on salue, qui a fait vraiment beaucoup pour cette fonction d'ingénierie et surtout dans une période où on manquait d'ingénieurs. Maintenant, tout ça va se stabiliser un peu. Donc, comment tu vois les choses pour ce métier-là? Comment les gens vont se former? Est-ce que c'est des métiers qui seront encore en sous-effectif ou pas? Je pense pas que les choses vont changer fondamentalement, dans le sens où le travail de développeur senior, je pense, ne va pas beaucoup bouger. Le but, ça va être
de travailler sur des sujets compliqués, des choses complexes, des choses que pour le moment les IA ne savent pas faire et que je n'imagine pas qu'elles puissent le faire très rapidement, voire tout court. Donc je pense que pour une grande partie des gens, il n'y a pas grand-chose qui va changer à part le fait de gagner du temps sur des choses qui ont peu de valeur ajoutée. Après, pour ceux qui commencent, pour les gens qui apprennent à programmer, là je pense que ça change beaucoup de choses. En utilisant des IA et des LLM pour apprendre à coder, il y a un gros danger, je pense, c'est-à-dire de déléguer le travail à une IA alors que c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas. Ça va nous pousser à ne pas apprendre à maîtriser ce sujet-là, à ne jamais apprendre à le maîtriser en fait. Par contre, je pense que l'IA peut être et d'ailleurs une énorme opportunité pour apprendre des sujets qu'on ne connaît pas et apprendre la base de ces sujets-là. Donc je pense que le développeur junior apprenant qui se pose beaucoup de questions, qui va poser beaucoup de questions à des IA pour apprendre la base, pour apprendre à plus vite des choses qui étaient avant pénibles à trouver. Il fallait aller sur plein de sites internet. Maintenant, on peut poser directement les questions à une IA. Je pense que voilà, celui qui fait l'effort d'apprendre avec va gagner du temps. Celui qui ne fait pas l'effort et veut déléguer et veut utiliser l'IA comme son assistant n'avancera pas en fait. Donc, les compétences qui vont être indispensables pour ceux qui arrivent sur le marché du travail ou, tu vois, pour, on va dire, la génération qui a aujourd'hui entre 18 et 25 ans, à quoi ils doivent s'attendre. Parce qu'ils débarquent dans un nouveau marché du travail qui est à la fois nouveau pour les anciens, c'est-à-dire que nous, on va transmettre du savoir-être, mais le savoir-faire, il va falloir qu'ils se le créent au fur et à mesure parce que ni leurs managers, ni les écoles les ont formés à ce qui est en train de se passer. Donc, ils arrivent dans un no man's land de compétences dans le marché du travail, je trouve. Ah, c'est intéressant. Il y a quelques années, je, j'enseignais le code, la programmation, la robotique à des enfants et à des ados. Et parmi les compétences qui sont, je veux dire, essentielles pour le travail et les études, un truc très basique, c'était faire une recherche sur Google. Je voyais beaucoup d'étudiants qui avaient du mal, en fait, enfin de lycéens qui faisaient leur recherche très mal, ils tapaient les mauvais mots-clés, c'était pas clair, ils avaient du mal à retrouver leurs résultats. Mais ça, c'était quelque chose qu'on avait besoin de travailler. Parce qu'à l'époque, pour trouver de l'aide ou des résultats pour les aider dans leur écriture de code, eh ben, il fallait quand même aller chercher sur Internet. Maintenant, ils vont poser la question plutôt à ChatGPT ou autre. Il y a une chose qui va être clé, c'est plus faire la recherche, ça va être écrire son prompt, mais surtout comprendre comment fonctionne cet outil qu'ils vont utiliser tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et ça vaut pas que pour les jeunes, ça vaut pour tout le monde, je pense. C'est-à-dire que ces IA, ces chatbots, n'ont pas de réflexion, n'ont pas de savoir, mais ils se contentent de générer des mots les uns après les autres qui sont statistiquement cohérents au regard de tout le texte qu'ils ont pu ingurgiter pendant leur entraînement. Donc se rappeler que ce sont juste des mots statistiquement les plus probables qui sont générés et pas une vérité vraie qui vient d'un savoir profond, c'est essentiel, je pense. C'est essentiel. Ça va permettre d'éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de ratés. Donc on en vient à ces idées de fake news de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire garder un esprit critique et comprendre les outils et ce qu'on utilise, quoi. Ouais, donc du coup, la compétence qu'il faudrait maintenant, il parle de la rentrée prochaine, mais il faudrait, tu vois, dès maintenant, leur apprendre, pas à prompter, mais la relation avec l'IA, parce que dans ce que tu décris, c'est effectivement, on pense que le savoir est au bout des doigts. Donc on pose une question, le savoir est derrière. En fait, Exactement. c'est qu'un algorithme, donc c'est qu'une moyenne des savoirs qui existent sur Internet et c'est pas une pensée qui est définie. Et du coup, comme tu dis, apprendre dans quel cas d'usage j'utilise ça, dans quel cas d'usage je peux me fier à 100% aux réponses qui sont là, ou
dans quel cas, je vais juste avoir une indication et puis faire mon travail, de mon côté. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Et donc là, par exemple, tu vois, on va prendre le cas des collégiens, parce que moi j'en ai deux qui ont un travail de recherche en histoire à faire. Ben, il y a un premier réflexe qui est effectivement de poser la question telle qu'on nous l'a posée, enfin telle que les profs leur ont posée à l'IA. Mais du coup, ça serait quoi tes conseils après pour, tu vois, aux parents ou aux étudiants? Mais quand vous faites une recherche générale sur un sujet, c'est quoi la bonne approche pour ça? Alors, je pense que l'IA peut être, excellente pour l'apprentissage dans un usage qui va être un usage de tuteur. C'est-à-dire qu'on va poser des questions, on va demander à l'IA de nous poser des questions, de nous faire réciter notre leçon, de nous questionner pour voir si on a bien compris, si on se rappelle, de nous aider à apprendre. Si on utilise l'IA comme une source de vérité, et ben, on va dire des bêtises. Je trouve que le parallèle à faire, alors pour les gens qui travaillent, c'est-à-dire ça va être, de considérer leur chatbot comme le stagiaire de l'équipe d'à côté. Donc eux, ils travaillent pas dans l'équipe d'à côté, ils ont pas tout le savoir de cette équipe-là. Le stagiaire a un peu de savoir, mais parfois il va dire des bêtises. Donc il faut prendre ce qu'il dit avec, un petit peu de retenue, quoi. On va peut-être pas tout croire, on va peut-être vérifier quand c'est critique. Si c'est pas critique, bon, bah, c'est moins grave. Pour un élève de collège, où ça va être, s'il demandait pas, à son chatbot, mais, à son ami, son camarade de classe qui est pas très bon, qui dort un petit peu souvent, en classe ou qui s'amuse à faire, je sais pas, des sardacanes. Est-ce que si on lui posait la question et qu'il nous donnait une réponse en étant certain du truc, à quel point on mettrait ça dans notre copie ou pas? Bah, c'est pas sûr, ça dépend si on veut avoir une bonne note ou si on veut vite finir ses devoirs. Je trouve que c'est le parallèle que moi je ferais. Ouais. Alors, aider à apprendre, c'est marrant parce que j'ai reçu le premier épisode de AI My Job, c'était avec Laurent Joly, qui a monté la Lilo et revendu à Renaissance, et c'est vraiment qui est super outil, super entrepreneur. Et effectivement, dans la question, les métiers, l'éducation, comment ça va évoluer? Est-ce que tu vois, on va remettre en cause les profs, etc. Il disait, en fait, non, je pense que c'est plus les tuteurs. Et je pense que les parents le voient pas assez. C'est comment on utilise l'IA en tutoring, en fait. C'est aide-moi à apprendre, j'aime beaucoup. Il y avait une neuroscientist qui était intervenue aussi et qui avait dit, il faut vraiment que l'IA soit à côté des enfants pour les encourager à apprendre et pas les empêcher d'apprendre, en fait. Je pense que dans notre manière d'apprendre, en France, on apprend d'une manière, très très formelle, qui pour certains élèves, ne stimule pas ou assez peu leur curiosité. Peut-être que l'IA, peut avoir un rôle à ce niveau-là, un rôle stimulant de la curiosité. Moi, j'aime beaucoup, c'est hyper optimiste. Et tu dis, en fait, on a une opportunité énorme pour l'éducation, pour réveiller la curiosité des enfants avec l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont, voilà, comme c'est quelque chose de nouveau, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais cette curiosité au nouvel outil, parce qu'on va tous l'adopter au quotidien comme on a adopté Internet. Et je pense que dans 2 ans, ça sera même plus un sujet. Mais en tout cas, là, maintenant, on a une opportunité énorme de réveiller la curiosité de nos enfants. C'est ça que tu dis. Je sais pas si je le dirais exactement comme ça, mais, là, on a un outil qui est très puissant. Une fois qu'on a compris comment il fonctionne, qu'on a compris les risques, je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux opportunités qu'il offre, cet outil. Concrètement, toi, est-ce que tu peux nous raconter comment ta première rencontre avec le premier outil LLM, parce que du coup, j'ai été accusée de trop dire ChatGPT. Donc pour les algorithmes, c'est pas bon, donc je vais dire Claude. Voilà. La première fois que j'ai rencontré, je pense que c'était en 2019. Le premier que j'ai vu, c'était un moment où je voulais faire des résumés d'articles. Les résumés, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis l'école. Donc à l'époque où il n'y avait pas du tout, d'intelligence artificielle textuelle comme on l'a maintenant, nous on faisait des résumés qui étaient très très mauvais, où on allait concrètement chercher les meilleures phrases de texte, sans les transformer. Donc c'était vraiment nul. La fois d'après, donc le premier, on va dire, vrai LLM génératif que j'ai vu, c'était le T5 de Google, qui faisait des résumés, mais alors les résumés étaient, pas toujours français, ou parfois c'était français mais ça avait vraiment pas de sens.
c'était drôle en fait. Mais jamais on s'est dit qu'on pourrait utiliser ça d'une manière qui a un intérêt dans le travail ou dans la vie à ce moment-là. Pour ça, il a fallu que j'attende, je sais pas, 3 ans, on va dire, quand le chat de ChatGPT est sorti, pour se dire ah, tiens, là je pose une question et ça ressemble vraiment à quelque chose qui est vrai, ça marche. Donc bon, en jouant un peu, on arrivait très très vite à lui faire dire des bêtises, mais il fallait jouer un petit peu. C'était pas des bêtises sur des choses très simples. Donc ça a été un gros choc quand même. Est-ce que quand tu joues avec l'IA, comment tu le considères? Toi, t'es dans quelle catégorie? C'est ton copain, tu lui parles ou tu l'imagines comme, tu vois, il y a des gens qui expriment leur autorité sur l'IA, et leur colère. C'est quoi ta relation? Je sais pas si j'ai une relation avec lui, je lui dis pas merci à chaque fois, au cas où le jour où les robots se révoltent, qu'ils pensent encore à moi. Vu que je les utilise beaucoup et que je les utilise aussi beaucoup de manière programmatique, donc c'est mon code qui va appeler ces chatbots pour faire des actions ensuite. Bah, j'ai pris l'habitude de décrire d'une manière assez formelle et assez structurée ce que je lui demande, avec le contexte de ce que je veux, une indication claire sur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit me ressortir, et puis ce que j'attends à la fin. Donc c'est plus cette relation-là. J'ai beaucoup de templates qui sont déjà faits, qui sont déjà enregistrés, pour des cas d'usage différents, pour m'aider à écrire du Python, pour m'aider à reformuler quelque chose sur notre entreprise, parce que je lui ai donné tous les documents qu'on a sur ce qu'on a créé, sur notre marque, sur nos valeurs, sur toutes ces choses-là, par exemple. Donc j'ai beaucoup de templates qui sont déjà préfaits et je peux utiliser chacun en fonction de mes besoins. Et quelqu'un qui l'utiliserait aujourd'hui pour la première fois, tu conseillerais d'aller où? C'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'outils qui sont concurrents et qui sont tous plutôt très bons. Je suis pas sûr que j'en conseillerais un en particulier. En termes d'efficacité, j'en utilise plusieurs parce que je sais que certains vont avoir des résultats un petit peu différents en fonction de mes besoins, ou parfois pour juste comparer les réponses de plusieurs. Donc j'aime bien avoir des sources un petit peu variées. Après, c'est vrai que j'aime bien notre petit Mistral français, mais ça c'est peut-être notre effet béret baguette. C'est AI Summit. C'est l'effet Voilà. AI Summit parce qu'on est du coup le 13 février. Non, honnêtement, je pense que ce qui va arriver et ce qui sera important, c'est de ne plus utiliser des LLM qui sont en ligne, mais qu'on va bientôt avoir des choses qui tournent directement sur notre machine, des choses qu'on possède. C'est-à-dire que nos données, on les garde, elles restent sur notre machine, elles ne sont pas utilisées par des grosses entreprises d'autres pays. Mais pour le moment, il faut être un petit peu tech pour faire ça. C'est pas encore très pratique, mais je pense que ça va arriver assez vite et qu'il faudra passer là-dessus, quoi. Ne plus envoyer ces données et ces questions à droite à gauche. Donc la prochaine révolution que toi tu vois dans la tech, c'est le hardware. Je pense pas que ce sera une révolution. Je pense que la révolution, c'est plutôt le changement d'interface qui est déjà en train de se faire. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir accès à une information ou à quelque chose, on le demande en français, en anglais ou dans la langue qu'on veut à un chatbot avec une phrase ou même en parlant. Alors qu'avant, on allait cliquer sur des boutons, taper du texte, faire une recherche. C'est ce changement-là d'interface surtout qui est très différent, je pense. Et donc à un avenir de 4-5 ans, ça va être quoi ton job en fait? Alors ce que j'imagine et ce sur quoi on est déjà en train de travailler depuis un petit moment, c'est sur le fait d'aller plus loin dans l'automatisation de tâches avec ce qu'on appelle en ce moment des agents. Donc concrètement, ce sont des petits systèmes à qui on peut donner une mission ou une tâche et qui va utiliser, lui, des chatbots, des LLM pour d'abord définir la manière dont il va procéder pour faire cette mission et puis qui ensuite va pouvoir faire des actions, choisir quelle action il va faire avec des LLM. Donc c'est des sortes de pipes où on va enchaîner des actions grâce à des LLM. Ce genre de système, ça va devenir nos nouveaux stagiaires, on va dire, nos nouveaux assistants. D'abord pour faire des choses très simples et ensuite des choses un peu plus compliquées, mais surtout des choses rébarbatives.
Il y a toute une catégorie de métiers qui disparaît, tu vois. Quand tu parles de tâches rébarbatives, bah, il y a plein de métiers qui font que ça. Est-ce que là, maintenant, il y a un métier qui te vient à l'esprit et qui, tu te dis chaque matin, il va disparaître? Traducteur ou copywriter de blog posts pas super, ou tout ce qui va être générer de l'image ou du texte de faible qualité. Si on passe notre temps, notre journée à faire ça, je pense qu'il faut peut-être voir qu'on va pas continuer à faire ça très longtemps, quoi. Si je reformule, ce que tu dis, c'est que ça veut dire que on tend vers une amélioration des contenus Oula, oula, oula. créatifs. Ou pas? Alors ça, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que pour avoir des contenus qui sont de meilleure qualité, il faut passer plus de temps, plus d'énergie, plus de temps de cerveau là-dessus, et que c'est pas en utilisant des IA qu'on va avoir de la meilleure qualité. On va plutôt avoir plus de quantité. Donc je pense à des entreprises de taille pas très grosse, des startups, peut-être même des scale-up qui faisaient appel à des agences pour pouvoir leur créer du contenu, leur créer des visuels, des choses comme ça. Il y a de grandes chances qu'ils fassent beaucoup de choses en interne maintenant, en prototypant très vite avec des outils d'IA, plutôt que de passer par des professionnels, on va dire. Le marché va changer là-dessus. Tu penses que les métiers comme tu citais le stagiaire tout à l'heure, est-ce que ça va rester? Parce qu'effectivement, le stagiaire, il était là pour apprendre, mais il est aussi là pour, on va dire, faire toutes ces tâches subalternes. Est-ce que tu penses que ça va exister encore? Oui, oui, ça, j'en suis persuadé. Tous les experts ont été stagiaires un jour, et on a besoin d'experts, donc on a besoin de stagiaires. Bah, le stagiaire, plutôt que, je sais pas, que de faire des choses très rébarbatives, il va pouvoir piloter peut-être un bot qui va faire ses tâches réparbatives pour lui, où il va peut-être être moins dans l'exécution de choses pas très intéressantes, mais peut-être plus dans l'observation, ou peut-être pouvoir être accompagné sur des choses qui ont plus de valeur. Écoute, super. J'ai une dernière question que je vais te poser. Marvin, est-ce que tu choisis une question LLM ou humaine? Ouais, je choisis une question humaine. Je le savais, je m'en doutais. D'un point de vue émotionnel, quand tu utilises un LLM, est-ce que tu as l'impression de converser avec une personne quand tu lui poses des questions pour tes vacances ou des choses comme ça? Ou est-ce que tu le vois vraiment comme un outil informatique binaire? C'est la deuxième solution. Je le vois vraiment comme un bout de code. Pour moi, c'est vraiment un algorithme qui va me générer du texte qui a l'air d'être écrit par un humain. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est un des facteurs qui a contribué à la démocratisation de l'utilisation de ces IA, de ces LLM, qui existaient avant ces premiers chats, donc vraiment sous forme de chat. Mais c'est aussi un problème parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous répond, que c'est quelque chose de fiable. Ils sont souvent quand même assez assertifs, assez sûrs d'eux, et par contre, ils disent pas toujours la vérité, et ça peut poser quand même beaucoup de problèmes. Si on avait peut-être quelque chose de plus brut, qui génère des informations, qui génère du texte, sans nous faire croire qu'il est sûr de lui, qu'il connaît la vérité, et que c'est notre ami, on aurait peut-être plus de facilité à garder un esprit critique vis-à-vis de ses réponses. Ça, c'est le gros warning, c'est vraiment garder cet esprit critique et cette conscience que ce ne sont que des moyennes d'information qui pop-up. Et dans un épisode précédent, j'ai un invité qui me racontait qu'il avait un ami qui conversait tous les soirs comme un outil anti-déprime et que les conversations étaient bluffantes. Bon, après, aux États-Unis, on a d'autres exemples où ça s'est mal fini pour certains qui conversaient avec un chatbot, notamment chez les adolescents. Donc, gardez votre sens critique et gardez votre humanité quand vous parlez à un chatbot, c'est ton conseil. Exactement, hein. Et ce sont des outils qui sont faits par des grosses entreprises qui ont des enjeux économiques. Donc toutes ces IA servent d'abord leur entreprise avant de nous servir nous. Ça, faut y penser.
Bon bah super. Écoute, merci beaucoup Marvin pour cette super conversation. De cette conversation, retenez 3 choses. 1. Garder un œil critique et diversifier ses sources. Parce qu'avec le flux continu d'informations qui circulent, il est facile de tomber dans le sensationnalisme ou les fake news. Alors se forcer à lire plusieurs points de vue et à creuser la crédibilité des auteurs permet de prendre du recul et de se faire sa propre opinion. 2. Considérez l'IA comme un outil, pas comme un ami. L'IA peut considérablement accélérer nos tâches de la rédaction d'un texte à la synthèse d'un document. Pour autant, elle reste un programme. Il faut donc vérifier ses résultats, comprendre ses limites et garder la main sur la décision finale. Et 3. Toujours se demander à qui profite l'info. Un titre aguicheur ou une révélation vise souvent à servir un intérêt précis. Se poser la question de l'intention derrière l'information, c'est éviter de se faire manipuler et mieux évaluer l'impact de ce que l'on lit ou relaie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous êtes curieux de l'IA, de ses effets, bons ou flippants, sur nos jobs et sur nos vies, abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça fait toute la différence. Allez, en attendant que l'IA prenne nos places, travaillez bien.